Ne sachant pas, même si j'avais une candidate pour les élections européennes, j'ai eu envie, je dirais, de faire partager mon expérience de parlementaire européenne sur un certain nombre de sujets. Et j'ai pris un fil conducteur qui est la relation à l'autre. Avec mon expérience de militante des droits de l'homme depuis plus de 30 ans, et de ce que j'avais appris, ou désappris, reconstruit au niveau européen. L'autre étant tous ceux qui sont victimes de discrimination, à commencer par des femmes, qui sont la majorité de la population, mais qui continuent d'être victimes de discrimination, en passant par les Roms, qui sont citoyens européens pour la majorité d'entre eux, mais néanmoins victimes de migration, en parlant des migrants, les non-européens, et en interrogeant sur quelle relation ça donnait sur la relation au reste du monde, aussi bien en termes de relations commerciales qu'en termes de déconstruction nécessaire. Donc je disais, je ne sais pas si j'avais vraiment envie de traiter le sujet, parce que moi, ce qui m'obsède en la matière, c'est peut-être de l'utilité de leur manipulation, de la manipulation du sujet, et dont la façon dont on construit les fantasmes autour de la question migratoire. Ce que j'ai un peu envie de dire, je préfère parler de la question migratoire que du problème migratoire ou du problème des migrants, parce que dès lors qu'on parle du problème, il y a toute une série d'éléments qui se mettent en œuvre. Alors, je vais dire... alors, je dis par ailleurs, moi, je suis pas démographe, je suis pas sociologue, ça fait 30 ans que je travaille sur ces sujets. J'ai d'abord travaillé en France, puis maintenant au niveau de l'Union européenne. Je lis beaucoup de choses, mais je ne suis pas une spécialiste. Donc si vous me posez des questions trop pointues, j'aurais peut-être du mal c'est plus qu'une réflexion politique que je mène à la fois en tant que militante associative et en tant qu'élue politique. Donc la première chose qu'il faut voir, c'est que, on le sait tous, le paysage, le monde, ça a profondément évolué au cours des 10, 20, 30 dernières années. On parle beaucoup de la globalisation économique, mais il n'y a pas que l'économie qui a changé. Les relations entre les hommes, l'information, les hommes et les femmes circulent aussi plus dans le monde, les idées circulent plus, avec des aspects qu'on pourrait qualifier de négatifs, mais aussi avec des aspects que l'on pourrait considérer comme positifs, et que peut-être faudrait arrêter de se cristalliser uniquement sur ce qui était négatif, sans voir ce qui peut être positif. Et puis en regardant les choses telles qu'elles se déroulent, je vais le faire, je suis volontiers provocatrice, moi, je m'en excuse à l'avance. On est très content d'aller au sud faire du tourisme quand on en a les moyens, et l'inverse, voir des gens qui viennent du sud, ça devient un énorme problème. Néanmoins, si on regarde la question migratoire, la question telle qu'elle on la voit d'ici, c'est vrai que les migrations ont profondément changé, évolué, et que sont venues s'installer en France des populations j'hésite à chacun des mots utilisés maintenant, donc, qui viennent d'autres cultures ou de cultures que l'on prétend autres. Donc ça interpelle un certain nombre de valeurs dites traditionnelles sur lesquelles un certain nombre de gens, l'extrême droite notamment, mais pas seulement l'extrême droite, jouent en alimentant les peurs, les haines, avec tous les phénomènes que cela provoque. Et je mettrai d'entrée de jeu un bémol, c'est que toute cette façon de réexhumer régulièrement ces valeurs traditionnelles ne sont pas nouvelles, et même les fondamentaux des vecteurs de cette haine-là ont profondément été construits à la fin du 19e siècle.
Et au moment même où on crée, avec des clins d'œil sur lesquels on pourra revenir, où on crée la notion d'antisémitisme, amalgamant à l'époque, juifs, arabes dans le même panier, pour des raisons dont on pourrait discuter, on parlait à l'époque des Byzantins. Et rien que le fait de parler de Byzantins à l'époque est assez intéressant. Et notamment parce que les mouvements sur le continent européen, sur le continent français, j'y reviendrai, ne sont pas nouveaux, et toute l'histoire du continent européen est faite de mouvements de population qui remontent quasiment à la nuit des temps. Et dans les choses, moi, qui m'interpellent et sur lesquelles j'ai de plus en plus envie de travailler, notamment quand on travaille avec une vision européenne, qu'on la limite aux 28 membres de l'Union européenne ou qu'on essaye de regarder à l'échelle du continent européen, c'est la nécessité de déconstruire la vision occidentale par rapport à l'Orient, y compris quand on regarde, on a une vision historique, on voit très bien que ce qu'on appelle depuis le 19e siècle, là encore, l'influence orientale, elle est, selon les États de l'Union européenne, pour le moins très, très variable, que l'Empire ottoman, notamment, a profondément influencé l'Est de l'Europe, sans parler de l'influence arabo-musulmane en Espagne notamment. Si je reviens à la France, là aussi, si on prend un peu de recul, qu'on essaye de voir notre histoire, peut-être qu'on pourrait retravailler la notion de nos ancêtres les Gaulois, parce que je ne sais pas combien de Français de souche pourraient revendiquer des origines véritablement gauloises. Notre pays est aussi né d'une confrontation et d'invasion. Déjà les Gallo-Romains, sans parler des Francs. La France tire son nom des Francs. Les Francs n'étaient pas des Gaulois. Ils venaient du Nord. Bon, je fais de la caricature, j'insiste sur le trait, mais je trouve qu'en même temps, ça permet un peu d'abord de détendre l'atmosphère et puis de jouer sur un certain nombre de symboles, sur nos soi-disant valeurs judéo-chrétiennes, dont certains jouent beaucoup. Pour revenir à une période plus récente, il y a, même si c'est discutable d'un certain nombre de points de vue, mais une certaine fracture dans l'histoire européenne avec le XVe siècle. Le XVe siècle qui est à la fois, et je pense que les deux sont importants, le moment de la chute de l'Empire byzantin, l'Empire romain qu'on a oublié, parce que quand on nous raconte l'histoire de l'Empire romain, on nous raconte que l'Empire romain d'Occident, on oublie l'Empire romain d'Orient et l'Empire byzantin, qui a continué son influence sur, on va dire, le pourtour de la Méditerranée, et même au-delà d'ailleurs, pendant de très nombreuses années, et on retrouve encore des origines et des influences croisées, là aussi, en permanence. Et puis l'autre élément, c'est ce qu'on appelle les grandes découvertes, et le moment où l'Occident change son regard, et là encore je vais le faire court, mais part à la conquête du monde. Et on est toujours là-dedans. On est toujours dans cet Occident qui domine le monde, avec tous les dégâts que ça a pu faire dans la période coloniale, mais sur lequel on est encore dans un moment où le continent européen est en perte de vitesse, et notamment en perte de vitesse du point de vue démographique. Le continent européen dans son ensemble, c'est 700 millions d'habitants, 500 millions sur les 28 États de l'Union européenne, à l'échelle d'un monde qui a 7 milliards d'habitants et qui, d'ici moins d'un demi-siècle, en aura entre 10 et 12 milliards. Et le continent européen, lui, est en diminution démographique, la France étant une exception en la matière, et si la France est une exception en la matière, c'est aussi parce que c'est un des pays de l'Union européenne dont le solde migratoire est le plus important. Ce qu'on
oublie de dire. Donc pendant des siècles, le continent européen a été une terre d'émigration. Les Européens sont partis en Amérique, du Nord comme du Sud, en Australie, y compris en Afrique et notamment au Maghreb. Et la France est, avec son histoire particulière, le premier pays de l'Union européenne ou du continent européen dans lequel le solde migratoire bascule. Le solde migratoire devient positif. Les immigrants deviennent plus nombreux que les émigrants. Les mouvements ont continué, mais la France est un des premiers pays où ça bascule. Et ça bascule d'abord et avant tout avec des intra-européens. Les premiers migrants qui arrivent, c'est d'abord les Italiens, puis les Polonais, les Espagnols, les Portugais, qui ont été les principaux migrants. Il y a d'autres, mais sur les grandes masses, c'est principalement ces quatre-là. Et moi, je dis toujours, rappelons-nous de nos histoires. On a l'impression qu'ils sont vachement facilement intégrés, les Européens, à l'époque. On les appelait les Portos, les Rital, les Polacs, les Espingouins, et les macaronis, tout autant de mots gentils et agréables, et qui montraient combien leur immigration était facile. On parlait de leurs femmes, toujours vêtues de noir. Oui, elles étaient catholiques, profondément catholiques, et elles portaient le deuil sur une durée plus ou moins longue, selon la personne, la proximité de la personne qui était morte. Et quand une femme perdait son mari, elle portait le deuil à vie. Elles avaient des foulards sur la tête, ces femmes. Oubliez, elles avaient des foulards sur la tête, et elles étaient tout le temps fourrées à l'église. Quand même une des raisons pour lesquelles le fait que les femmes étaient tout le temps fourrées à l'église, qui a empêché le droit de vote dans notre pays jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Il a fallu le Conseil national de la résistance. Donc les peurs étaient les mêmes. Et pour avoir lu des travaux qui ont été faits sur les travaux à l'Assemblée nationale au début du siècle et entre les deux guerres, le vocabulaire utilisé aujourd'hui est le même. Le vocabulaire aujourd'hui est le même. Il y a vraiment des parallèles à faire qui sont extraordinaires. Donc, l'immigration maghrébine commence un tout petit peu avant la Première Guerre mondiale, mais se développe essentiellement après la Première et surtout après la Deuxième Guerre mondiale. Et pourquoi ? Pour les besoins de la reconstruction. Il y avait besoin de bras. Il y avait besoin de main-d'œuvre malléable, corvéable, pouvant être mis facilement sous le boisseau et qu'on pouvait renvoyer si elle était pas sage, si elle se comportait pas bien. Et on a beaucoup utilisé. Je suppose qu'il doit y avoir des gens qui connaissent mieux que moi encore l'histoire du monde ouvrier. On a beaucoup utilisé les étrangers contre les Français. Il suffit de regarder et de revoir Germinal, qui est une belle histoire en la matière. Ce qui est intéressant aussi quand on fait les parallèles, c'est comment évolue la notion d'étranger. Je pense que dans les éléments qu'il faut avoir dans la tête, c'est important. Si on regarde, notamment au XIXe siècle, l'étranger, c'était encore celui du village d'à côté, celui qui était de l'autre côté de la colline. Patrick Braouzek, pour ses vœux, je crois que ses vœux pour 2014, a trouvé une remarquable citation sur ces immigrés bretons qui envahissaient Paris. Le vocabulaire, le même. Et Edwy Plenel, dans son dernier bouquin qui s'appelle Dire non, dont j'ai découvert qu'il était d'origine bretonne, a retrouvé aussi également d'autres citations en la matière. Et on peut se souvenir de Bécassine. Bécassine, personnage inventé au début du XXe siècle. Pour les Bretons, c'était quand même pas un modèle de l'admiration qu'avait le reste de la population sur les immigrés bretons. Que j'ai changé et puis ici la xénophobie,
Le racisme, c'est aussi, quand on regarde l'histoire du 19e siècle, des actes de racisme violents, dont un des symboles est l'exemple d'Aigues-Mortes. Si vous n'avez jamais travaillé là-dessus, vous lisez le bouquin de Gérard Noriel, qui est un des grands spécialistes de l'immigration en France sur Aigues-Mortes. C'était 1800, je vais dire des bêtises. 93, je crois, de mémoire. 1893, oui, c'est ça. Et là aussi, avec une grande ambiguïté entre les Italiens qui ont été victimes des actes de xénophobie et la manipulation des étrangers qui venaient de la région voisine et qui sentaient venir les Italiens comme une concurrence. Sans arrêt, il y a cette façon d'alimenter les peurs. Donc aujourd'hui, je disais tout à l'heure, 7 milliards d'habitants sur la planète. Que sont les chiffres d'émigration déjà commencés à l'échelle de la planète. Aujourd'hui, il y a environ 230 millions de personnes qui migrent à travers le monde, avec essentiellement 3 blocs, et là aussi il faut sortir des idées reçues. Ces migrations sont sud-nord, certes, mais à peu près à égalité, et ça évolue en faveur de cette immigration-là, d'abord et avant tout sud-sud. Sud-sud. Parce que la plupart des migrants n'ont pas les moyens, contrairement à ce qu'on raconte, n'ont pas les moyens de migrer vers le nord, que ceux qui migrent vers le nord sont d'abord et avant tout ceux qui en ont les moyens, avec un autre élément que mettent en évidence certains chercheurs, moi je trouve intéressant, c'est que pour migrer loin, il faut déjà avoir un bagage intellectuel non négligeable, parce que c'est un effort intellectuel, de se projeter dans l'avenir, dans l'ailleurs, que la plupart des gens, ils fuient au plus près, au plus immédiat, au plus court, j'allais presque dire. Et ça renforce le fait que la majorité des migrants le font par nécessité. Et dans cet autre bloc d'important, le 3e tiers, qui est un tout petit peu plus faible, c'est des migrations nord-nord. Des migrations nord-nord. Le bloc, c'est à peu près 85 millions de migrants sud-nord et 85 millions de migrants sud-sud. Et le nord-nord, c'est 60 millions. Donc c'est pas des écarts. Le bloc qui est le moins important de tout ça, c'est le bloc nord-sud. Parce que le sud, dans l'état actuel des choses, ce n'est pas très attractif. Encore que, il faudra regarder les évolutions à moyen et long terme, parce qu'on commence à sentir des mouvements dans ce sens-là. Les évolutions, donc je vous disais, c'est que le mouvement sud, il y a eu un mouvement d'augmentation, alors très souvent on dit très forte augmentation. Les migrations mondiales, à partir de 1980, sont passées de 3 à 4% de la population mondiale. Donc c'est une augmentation de 25%, certes, enfin sur une échelle qui reste assez relative à l'échelle de la population mondiale, et y compris de la croissance de la population mondiale. Et on constate donc une évolution mais ça reste qui est tendance ça se ralentit, l'augmentation ralentit quand il s'agit des migrations sud-nord et augmente plus vite dans les immigrations sud-sud. Mais le taux d'ailleurs mondial des migrations a tendance à ralentir depuis 2010, et donc depuis les conséquences de la crise globale. Donc sur l'échelle de l'Union européenne, parce que je ne peux pas m'empêcher de parler d'Europe, donc je redis 500 millions d'habitants, les ressortissants étrangers,
sont 20 millions, les ressortissants de pays tiers. Hein. Je veux dire, parce qu'on a toujours, quand on travaille sur ces questions, et donc je leur dis, moi, plus je travaille sur ces questions, plus je m'interroge sur les chiffres, on s'aperçoit que les mots ont un sens différent et que les statistiques, quelquefois, sont assez compliquées à comparer, notamment quand on parle d'immigrés. La France a une définition que moi je trouve assez juste, mais qui est pas du tout la définition qui est la plus communément admise. En France, on considère comme immigré un étranger né à l'étranger. Donc, autrement dit, Manuel Valls, né espagnol en Espagne, est un immigré. Parenthèse. Et Nicolas Sarkozy, fils de Hongrois, était un immigré de la deuxième génération, au sens français du terme. Mais la définition la plus couramment utilisée au niveau international, c'est toute personne née à l'étranger, quelle que soit sa nationalité. Donc je préfère, moi, travailler, notamment quand on fait sur des comparaisons, y compris parce qu'il est difficile de distinguer souvent l'immigration intra-européenne et l'immigration extra-européenne sur les chiffres de ressortissants, hein, qui au moins a une définition, on est national ou pas national d'un pays, on est ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou pas, et les chiffres, les comparaisons sont souvent plus faciles, et quand on remet les bons noms derrière les choses, on y arrive mieux. Donc tout ça pour dire que il y a sur le sol européen environ 20 millions de ressortissants de pays tiers. Et je viens de trouver les chiffres qui sont un peu étonnants d'ailleurs sur les statistiques faites par l'Union européenne elle-même. Sur ces 20 millions, il y a 2,5 millions de Turcs, essentiellement en Allemagne d'ailleurs. Il y a 1,8 million de Marocains, et la troisième communauté, c'est les Albanais. 1 million d'Albanais qui sont hors Albanie, si je puis dire, sur le territoire de l'Union européenne. Donc 20 millions sur 500 millions, ça fait plus ou moins 4% de la population européenne, c'est-à-dire grosso modo, un tout petit peu plus, mais grosso modo, le taux de ressortissants de pays tiers, de migrants à l'échelle mondiale. Donc l'invasion est un fantasme. L'invasion est totalement un fantasme sur lequel un certain nombre de gens travaillent, et moi je pense qu'il faut être très offensif sur cette question-là. L'autre élément, c'est que à l'intérieur de l'Union européenne, les choses sont très différentes. 5 États dans l'Union européenne additionnent 77% des ressortissants de pays tiers dans l'ensemble des 28 États membres. Ces 5 États, ce sont l'Allemagne, je dirais normal, c'est le pays le plus peuplé, la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Italie et la France seulement en 5e position. Je vous rappelle, si jamais vous l'avez oublié, que la France est le 2e pays de l'Union européenne par sa population. Donc nous non plus, nous ne sommes pas envahis par les migrants. Nous sommes un peu en deçà des 4 grands pays de l'Union européenne. Nous sommes autour de 8% de migrants sur le territoire, 8,5%. L'Allemagne, c'est 13%. Les États-Unis, c'est 14%. Le Canada, c'est 21%. Le pays qui proportionnellement a le plus de migrants sur son territoire au sein de l'Union européenne, c'est le Luxembourg. Alors, avec des nuances, mais ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes concernant les migrants au Luxembourg. Hein. Il y a des vrais problèmes et des vraies discriminations, notamment parce qu'ils ne sont pas tous riches, hein, contrairement à ce qu'on pourrait subodorer. Et le deuxième, dans lequel il y a aussi un codé paradis fiscal, mais pas seulement, c'est Malte. Malte, à cause de sa position un peu géostratégique, je dirais, géographique en tout cas, au milieu de la Méditerranée. Et il faut savoir aussi que 10 États dans le monde concentrent la moitié des migrants au niveau international. Donc, aux États que j'ai déjà cités, notamment la France, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, on peut rajouter les États-Unis, qui sont le premier pays au niveau mondial en termes de migrants présents sur son territoire, avec l'évolution d'ailleurs de la composition, comment appeler ça, démographique,
des États-Unis, la communauté hispanique étant désormais la deuxième aux États-Unis. Alors, ils ont la chance d'être blancs, eux, la xénophobie, et j'y reviendrai. J'ai rien d'autre à dire, mais y compris qu'aux États-Unis, on pourrait y revenir dans la discussion si on le souhaite, il y a des phénomènes assez curieux qui sont en train de se faire. Donc 20 millions de migrants répertoriés, auxquels on peut ajouter, c'est toujours difficile de savoir, mais 2,5 millions à 4 millions de migrants dits irréguliers. Alors, petite parenthèse sur ce sujet-là, il faut savoir que la plupart des migrants qui viennent sur le sol de l'Union européenne viennent dans des conditions régulières. La plupart viennent dans des conditions régulières. Ceux qui viennent dans des conditions irrégulières, grâce à Frontex, j'y reviendrai, on sait maintenant à peu près combien ils sont. Ils sont chaque année à essayer de tenter de franchir les frontières autour de 75 000 à 100 000 par an. J'y reviendrai par la suite. Ils viennent dans des conditions régulières et de plus en plus, compte tenu de l'évolution des législations européennes et notamment dans les pays les plus concernés par les questions migratoires, ils sont transformés en migrants irréguliers. Alors, donc, les politiques de l'Union européenne. Genre, j'essaye de déconstruire. Tout ça, c'est la faute à l'Europe. Un peu facile. Notamment un peu facile, puisque les migrants sont, comme je le disais, sont concentrés à 77% dans 5 États. Donc la plupart des États membres de l'Union européenne, ils n'en ont rien à faire des politiques migratoires. C'est pas leur problème. Donc c'est justement ces 5 États-là, qui sont ceux qui sont en première ligne sur les politiques migratoires les plus dures à l'échelle de l'Union européenne, qui font la politique à l'intérieur de l'Union européenne. Donc je redis, Allemagne, Grande-Bretagne, Espagne, Italie et France. Et la France n'est pas la dernière, quels que soient les gouvernements, pas eu de modification en la matière, à pousser aux politiques sécuritaires. Parce qu'au départ, on peut penser ce qu'on veut de l'Union européenne, mais au départ, les institutions européennes ont plutôt poussé dans le bon sens, pour protéger, pour mettre en avant les droits des migrants, pousser dans le bon sens. C'est sous la pression des États membres, et notamment des 5 que je citais précédemment, que la politique de l'Union européenne est de plus en plus une politique sécuritaire de l'Europe des frontières, de la fermeture des frontières. Et avec, je ne sais pas depuis combien de temps je parle, là, et avec de plus en plus une volonté, encore pire, de transférer la responsabilité des politiques migratoires sur les pays des frontières de l'Union européenne, que ce soit la Turquie, que ce soit le Maroc, pour citer les principaux, et avec la construction de murs aux frontières de l'Union européenne. Ça a commencé à Ceuta et Melilla. Je suppose que vous avez vu des reportages, des émissions consacrées aux frontières de Ceuta et Melilla. Ça s'est poursuivi en Grèce et c'est aujourd'hui maintenant en Bulgarie, puisque les migrants, quand on construit des murs, les migrants, ils cherchent à contourner. Donc, et notamment comme il y a une crise politico compte tenu de la crise au Proche, au Moyen-Orient et des conflits qui ont actuellement, c'est les migrants de ces régions-là qui cherchent le plus à fuir sur l'Europe, dans des proportions qu'il conviendra de relativiser, on y reviendra après, mais qui font des poches, puisque plus on réduit les routes, plus ça se concentre, et plus les gens prennent des risques. Même chose dans la mer Méditerranée. Les moyens de contrôler la mer Méditerranée sont de plus en plus sophistiqués. Donc, qu'est-ce que font les gens ? Ils prennent des bateaux de plus en plus petits. Et dans ces bateaux de plus en plus petits, ils prennent de plus en plus de risques de traverser la Méditerranée. Les politiques européennes, c'est aussi ce qu'on a appelé Dublin 2, désormais Dublin 3, mais il n'y a pas tellement de différence entre Dublin 2
et Dublin 3, la directive retour, toutes ces politiques ont une seule et même obsession, c'est renvoyer les immigrés d'où ils sont partis, et en tout cas d'où ils sont entrés dans l'Union européenne. Ce qui crée des problèmes aux pays qui sont frontières, notamment l'Espagne, la Grèce et l'Italie, qui ont plus de raisons, c'est parce qu'on est sur l'utilité, d'hurler sur la non-solidarité de l'Union européenne que la France. Hein, c'est pas en bateau, c'est pas en France qu'on vient le plus. Hein. C'est effectivement, c'est en Grèce, c'est en Espagne et c'est en Italie, parce que c'est là où les passages sont les plus courts. C'est simplement, les gens ils sont dingues, mais il y a quand même des limites. Donc ces politiques sont mortifères. Hein. On parle désormais d'au moins 20 000 morts en Méditerranée au cours des 20 dernières années. Certaines ONG disent même, ça c'est les morts recensées. Hein. Officiellement, ils ont réussi à recenser entre 19 000 et 20 000 personnes nommément identifiées. Hein. On sait que tous les cadavres ne sont pas identifiés, tous les cadavres ne sont pas retrouvés. Donc certaines ONG disent aujourd'hui, on est plutôt proche de 40-45 000 que de 20 000. En plus, ça fait 2-3 ans maintenant qu'on parle du chiffre de 20 000, donc à 2 000 par an minimum. Excusez-moi d'être un peu cynique sur l'énoncé des chiffres, je ne le suis pas, mais j'essaye de dire les choses telles qu'elles sont. Donc régulièrement, quand il y a un naufrage un peu plus important que les autres, tout le monde verse, c'est ce que j'appelle moi des larmes de crocodile. Hein, on entend des grandes déclarations, etc. Le plus exemplaire en la matière, ça a été ce qu'on appelle le dernier drame de Lampedusa, qui est désormais plus le dernier d'ailleurs, mais c'était en octobre l'année dernière. Il y a eu plus de 300 morts, essentiellement des Érythréens. Donc on a entendu effectivement des grandes déclarations, on allait voir ce qu'on allait voir. Il y a eu quelques déclarations courageuses, notamment de la femme qui est mère de Lampedusa. Mais au niveau des gouvernements, il n'y a rien eu de changé. Il y a même tellement rien eu de changé qu'il y a eu un conseil des ministres, quelques jours après, un conseil des ministres, que je me remette en anglais, un conseil des ministres des Affaires intérieures, des ministres de l'Intérieur de l'Union européenne, quelques jours après le fameux drame, on avait entendu, y compris un certain nombre de ministres de l'Intérieur, verser les fameuses larmes, qui a bloqué un texte qui était mis sur le bureau des institutions européennes par la Commission, sous la pression du Parlement européen notamment, sur la nécessité pour les États membres de l'Union européenne de respecter leurs obligations internationales, notamment en matière de sauvetage en mer. C'est quand même assez étonnant qu'il faut un texte au niveau de l'Union européenne pour que les États membres respectent leurs obligations internationales en matière de sauvetage en mer. Ils ont bloqué le texte en Conseil des ministres, et c'est toujours les 5 mêmes qui bloquent. C'est Espagne, Italie... et notamment Espagne, Italie, Grèce, et il y a Grèce là aussi, Grèce et France, parce que les Allemands et les Anglais ne sont pas tellement montés au créneau, moins concernés. Il n'y a pas de mer. Enfin, c'est pas la même. Et donc ils ont bloqué le texte, et le texte qui nous a finalement été soumis, qui comporte un certain nombre de mesures positives sur le respect des obligations internationales, et c'est vrai que on arrive à faire du sauvetage en mer par rapport à un certain nombre de personnes. Il y a 15 à 20 000 personnes qui sont secourues en mer chaque année. La question, c'est qu'ils continuent à en mourir de 2 à 3 000. Au-delà de ça, on a renforcé la question on a renforcé la question du contrôle, contrôle aux frontières. On fait de plus en plus en sorte, on donne de plus en plus de moyens pour que les bateaux aillent le plus loin possible, si possible, y compris dans les eaux territoriales des autres États membres, pour les empêcher de venir dans les eaux territoriales de l'Union européenne, puisque maintenant les textes commencent à être ficelés sur ceux qui arrivent sur le territoire de l'Union européenne. Donc tout le jeu est de les empêcher de venir, y compris en autorisant Frontex désormais à passer des accords directement avec les États membres
en, en la matière. Il y a eu un drame d'ailleurs, et en mer Égée en janvier dernier, où la police grecque a directement été, enfin pas la police, les autorités maritimes grecques ont directement, les gardes-côtes grecs ont directement été mis en cause sur une affaire, je vous raconterai les détails, c'est assez horrible si vous le souhaitez. Donc dans ces politiques, ce que je dénonce, c'est le double langage, parce que ces États du sud de l'Europe en appellent à la solidarité, mais en réalité, tout ce qu'ils veulent, excusez-moi de le dire comme ça, c'est du fric. Ce qu'ils veulent, c'est une solidarité financière, pour qu'on les laisse continuer à bloquer les frontières comme ils en ont envie. Ils n'ont pas du tout envie que l'on développe des solidarités, qui pourrait sans doute se faire s'il y avait une vraie volonté politique, mais la question se pose pas, parce que le sujet n'est même pas débattu dans les enceintes de l'Union européenne. Je vais donner un exemple qui est un peu limite, mais qui montre bien ce qu'il en est. Il y a actuellement 2 à 3 millions de réfugiés syriens, qui ont fui leur pays. Pour l'essentiel, ils sont dans les pays limitrophes de la Syrie. L'Union européenne en a pour le moment, chiffre en main, accueilli environ 25 000, pour l'essentiel entre la Suède, qui est le premier pays de l'Union européenne à avoir accueilli des migrants, l'Allemagne, la France est en 3e, mais très loin derrière, parce que les chiffres varient, mais on va dire que je suis optimiste. Si on en a accueilli 300, ça doit être un grand maximum, mais ce n'est pas les 40 réfugiés syriens chrétiens, s'il vous plaît, accueillis par Laurent Fabius la semaine dernière, qui va radicalement changer les politiques. La Suède et l'Allemagne ont tout de suite dit banco 10 000. Alors c'est plus compliqué, mais y compris parce que les Syriens, c'est pas forcément en Suède qu'ils ont le plus envie d'aller, même s'il y a une forte communauté syrienne, ce que j'ai découvert, parce que je me suis demandé pourquoi 10 000 Syriens en Suède. Il y a une forte communauté historiquement en Suède, pour des raisons que je n'ai pas encore comprises, mais ça viendra sûrement un jour. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? La question, un autre élément justement sur la question utilitariste, l'Union européenne met de plus en plus en avant une conception utilitariste qui serait très discutable dans la réalité, mais elle prétend distinguer les migrants utiles des autres aujourd'hui. Donc on ouvre les portes à un certain nombre de migrants, mais on saucissonne de plus en plus le statut de ces migrants. Donc il y a une volonté, c'est pour ça que je disais que l'Union européenne, les institutions de l'Union européenne ont été contradictoires. Au départ, il y a eu une volonté, une proposition de la Commission mise sur la table d'un statut unique de tous les travailleurs étrangers sur le sol de l'Union européenne. Sous la pression des États membres, ça a volé en éclats. Donc on a désormais quatre statuts différents selon son statut, le mieux étant ce qu'on appelle l'immigration intra-entreprise, c'est-à-dire entre grandes entreprises, quand on a des salariés hautement qualifiés qui cherchent à passer d'un État membre. Alors là, c'est le top du top. À l'inverse, c'est un des derniers qui a été adopté, le statut des travailleurs saisonniers. Alors, dans lequel il y avait quelques avancées, puisqu'il y avait un certain nombre de protections pour les travailleurs saisonniers qui sont à minima, en matière de droits les plus élémentaires, mais qui font des travailleurs saisonniers de véritables salariés jetables, c'est-à-dire qu'on les prend quand on en a besoin, quand on n'en a plus besoin, on les renvoie chez eux, calquant complètement séjour et travail, avec des mécanismes de contrôle très serrés. Donc on prétend
en la matière favoriser la migration circulaire. Tout ça, c'est du pipeau. Parce que oui, il faudrait favoriser les migrations circulaires. Plus on travaille, plus il y a des gens qui travaillent, je vais expliquer ce que c'est. Plus on travaille sur ces questions-là, plus les chercheurs notamment démontrent que plus on facilite la circulation et plus les gens vont et viennent. Donc la migration circulaire, c'est ça, c'est favoriser les mouvements d'aller-retour dans le pays. Et dans la réalité des besoins, et un des fondamentaux qu'il faudrait sans doute mettre en œuvre en la matière, c'est ça. C'est pour ça que moi je milite depuis 30 ans dans une organisation qui a dans les premiers trucs de ces réclamations la suppression des visas de court séjour, parce que les visas de court séjour, c'est ceux qui sont le plus... et même quand on arrive à obtenir un, ben on se met immédiatement en situation irrégulière, parce que, voilà, même si on a la volonté de retourner dans le pays, dès lors qu'on n'est pas sûr de revoir même un visa de court séjour, eh ben on a tendance à vouloir rester sur le territoire, y compris dans les conditions les plus précaires, alors que la réalité, c'est le contraire. Il y a eu un exemple, alors je ne sais plus avec quel pays, je suis en train d'y penser en vous parlant, avec quel pays de l'ex-Yougoslavie sur lequel on a libéralisé les visas, et il y avait eu toute une campagne d'un certain nombre de gens disant surtout il ne faut pas libéraliser les visas avec l'ex-Yougoslavie, on va être envahi par les Serbes, les Bosniaques et les Roms notamment, parce qu'il y a des Roms dans ces pays-là. Et on a libéralisé les visas finalement, parce que là la volonté d'intégrer ces pays-là dans l'Union européenne à terme est tellement forte qu'on a passé sur les autres considérations, et ça n'a strictement rien changé au mouvement de population. Strictement rien. Il n'y a eu aucun effet d'afflux, ça n'a rien changé sur les flux migratoires. Donc c'est de la démonstration par la réalité. Je vais peut-être essayer d'avancer sur deux, trois en remettant les drames de cette politique. C'est bon, l'Europe forteresse est un échec, et un échec porté par l'Union européenne, mais dont les principaux responsables sont un certain nombre d'États membres, ce qui n'enlève rien à la responsabilité de l'Union européenne. Le verrouillage des frontières, c'est inefficace, c'est coûteux et c'est mortifère. Cela ne fait, je l'ai déjà dit, mais je le redis, ce n'a fait que pousser les migrants qui sont en situation le plus extrême à prendre de plus en plus de risques pour leur vie. Et de plus en plus, j'ai oublié de vous dire d'ailleurs que dans les mouvements migratoires, quand on regarde les mouvements migratoires sud-nord, on constate que de plus en plus, il y a une majorité de femmes, désormais. Alors qu'au niveau mondial, il y a 48% de femmes. Quand on regarde les migrations sud-nord, c'est de plus en plus des femmes. Il y a 52% de femmes dans les mouvements qui migrent, et de plus en plus des femmes diplômées. Et les femmes, elles migrent souvent avec des enfants. Et donc, il y a de plus en plus, dans les morts de la Méditerranée, des femmes et des enfants. Les hommes doivent tout aussi être protégés, mais dans les éléments importants qu'il faut savoir, c'est ça. Le repli sur soi est une impasse. On ne trouvera aucune solution. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup travailler sur les chiffres pour dénoncer les fantasmes. On est dans le fantasme. L'histoire du monde, l'histoire de la vie, c'est exactement le contraire. Donc regardons plutôt les réalités en face. Malheureusement, l'extrême droite a gangréné une partie de la droite qui s'est laissée gangréner assez facilement d'ailleurs, et gangrène désormais y compris une partie de la gauche, et même, je vais dire comme ça, notre propre camp n'est pas assez offensif en la matière. Les 3/4 du temps, quand on travaille sur ces questions, on est défensif. Or, il faut être offensif. Il faut dénoncer les mensonges et faire des contre-propositions.
je vais essayer de le faire assez rapidement. Il faut revoir fondamentalement les politiques migratoires menées à au niveau de l'Union européenne, c'est-à-dire le mécanisme de Dublin dont je parlais tout à l'heure et la directive retour qui sont les piliers, mettre en place réellement des politiques de solidarité. Alors, je ne suis pas une fan de quotas, mais si on essayait de créer un peu des équilibres, et y compris, pourquoi pas, en appuyant sur l'utilitarisme, en fonction des besoins de main-d'œuvre des uns et des autres, peut-être qu'on rééquilibrerait les choses et qu'on aurait moins de pression sur certains pays. En tout cas, ce qu'il ne faut pas, c'est que ce soit uniquement des solidarités financières, parce que ça ne sert à rien. Hein, au contraire, on démontre le contraire. Arrêter de demander aux États du Sud, aux États limitrophes, d'être les gendarmes de l'Union européenne, d'autant plus qu'on soumet les aides en général de l'Union européenne à ce qu'on appelle des accords de réadmission qui conditionnent le reste des aides. Hein, on est en train de mettre l'Afrique subsaharienne sous le boisseau de ce type d'accord via des accords dits de partenariat économique qui ne marchent que s'ils acceptent de signer des accords de réadmission, qu'on ne met en œuvre que s'ils signent des accords de réadmission. Et notamment en commençant à ces États-là, de commencer à dire bon, accord de réadmission peut-être, admettons, encore dans la logique utilitariste, mais en tout cas à condition qu'ils respectent les droits minimums des migrants. Parce que ce qu'on voit aussi bien en Turquie qu'au Maroc, qui n'ont jamais été des champions de respect des droits de l'homme, mais c'est qu'il y a des dérives de plus en plus importantes, parce qu'ils deviennent de plus en plus des plaques tournantes. Le Maroc, qui a été longtemps un pays de transit, devient maintenant un pays d'installation pour les migrants subsahariens qui se retrouvent bloqués au Maroc, et les migrants sont traités au Maroc d'une façon hallucinante. Et puis, et j'en terminerai, obliger les États membres à ratifier les conventions internationales, à respecter les conventions internationales qu'ils ont déjà signées en matière de sauvetage en mer, en matière de droit d'asile. On pourra revenir sur la question du droit d'asile si vous le souhaitez, et à ratifier notamment la convention de l'ONU sur les travailleurs migrants, convention qui n'a été signée par aucun membre de l'Union européenne. Aucun. Il y a une convention internationale sur les travailleurs migrants. Aucun État de l'Union européenne, ce berceau de la démocratie et des droits de l'homme, n'a signé les textes. Et puis mettre en priorité la question de la lutte contre les discriminations et plus largement de l'égalité des droits. On a tout un débat sur la question de la régularisation des sans-papiers, régularisation de tous les sans-papiers ou de pas tous les sans-papiers. Là encore, je vais faire du pragmatisme. On est, paraît-il, dans un pays qui respecte les droits de l'homme. Donc commençons par respecter le droit au travail, le droit à la santé, le droit à l'éducation, le droit de vivre en famille. Quand on aura cessé de bafouer ces droits-là, on aura 80 à 90% des migrants qui seront déjà régularisés. On aura déjà fait diminuer la pression. On s'évitera de créer des phénomènes qui n'ont pas lieu d'être. Donc soyons pragmatiques et commençons par avancer. Petite parenthèse, les États-Unis, l'Espagne, l'Italie, pour ne citer que, font régulièrement des régularisations massives de sans-papiers et ça n'a pas changé grand-chose à la situation. Pourquoi il faut mener ces batailles-là? Parce que permettre le respect des droits des migrants, c'est permettre le respect des droits de toute la population, parce qu'on sait toujours très bien que quand on commence à rentrer dans ce type de cloisonnement, ça finit par toucher des populations ça finit par toucher toutes les populations. C'est l'histoire de, comment il s'appelle, Matin Brun, là, comment il s'appelait le pasteur... Le pasteur allemand. Son nom, quand voilà, je n'ai rien dit. Voilà, le premier, il s'est pris en grande dessus, puis quand ils viennent me chercher, il n'y avait plus personne. Voilà, c'est cette logique-là, donc il ne faut pas rentrer là-dedans. Donc il ne sert à rien de courir après le Front National. Il ne suffit pas d'être défensif, je vous l'ai déjà dit.
Je dis, moi, le réalisme, il est de notre côté. Hein, il est du côté de ceux qui voient les réalités en face, c'est pas de ceux qui se maxent les yeux en disant « Ouh là là, ils nous envahissent ». C'est pas ça la réalité. La réalité, c'est qu'il faut que ces gens vivent dignement dans des conditions dignes en termes d'égalité sur le sol de notre territoire. Pour moi, vous l'avez sans doute compris, c'est un des combats majeurs. Pourquoi c'est un combat majeur? Par une des raisons duquel j'ai écrit le livre, parce que c'est le regard sur l'autre qui est là derrière. Dans le monde tel qu'il se dessine, on n'arrivera à rien construire. Je suppose que la plupart de ceux qui sont ici sont internationalistes, donc on n'arrivera à rien construire en s'opposant avec le reste du monde. Il faut au contraire qu'on arrive à mettre en place des rapports d'égalité. Petite parenthèse, la lutte contre le taffetas en la matière, c'est un bijou. Donc n'oubliez pas de vous mobiliser dans le cadre de ces collectifs anti-taffetas. Et derrière ça, je le redis peut-être un peu différemment, je pense que la question Orient-Occident, la façon dont tout ça a été construit, qu'il faut déconstruire, est une question essentielle. Et ne nous battons pas sur le vocabulaire pour savoir si on doit se lutter contre l'islamophobie ou pas lutter contre l'islamophobie, si le terme est adapté, pas adapté, etc. Il y a une réalité aujourd'hui en France et en Europe d'ailleurs, de plus en plus de gens sont discriminés parce qu'ils sont arabes, parce qu'ils sont musulmans. On assimile le tout, on met dans les arabes d'ailleurs des gens qui n'ont rien à voir avec les arabes, mais peu importe, c'est le monde arabo-musulman. C'est vachement facile. On a créé un nouveau diable. J'ai dit après, le diable rouge ayant disparu, maintenant on a un diable vert. Il est pratique pour expliquer tous les trucs, mais derrière... Et ça, c'est un combat qu'on a y compris à mener à l'intérieur de nos rangs, parce qu'un certain nombre de gens nous disent « Ah bah oui, mais il ne faut pas parler d'islamophobie, parce que quand même, derrière l'islam, il y a un problème. » Ah oui, il y a un problème, oui. Derrière l'antisémitisme aussi, il y avait un problème. Dans le monde ouvrier, comment ça a démarré? Comment il a failli y avoir une scission du mouvement ouvrier sur la question de l'antisémitisme? Parce que les juifs, quand même, il y avait la banque juive. Attention, c'est... là-dessus. Et d'ailleurs, merci Jean Jaurès. Le jour où Jean Jaurès a basculé dans le camp Dreyfusard, il a permis au monde ouvrier de basculer clairement dans le camp Dreyfusard. Donc on est sur le même genre de problématique. Et le racisme arabo-musulman, islamophobe, vous vous souvenez, il est vachement pratique parce qu'il est politiquement correct. Il est politiquement correct. On n'attaque pas les gens sur la couleur de leur peau. Non, on attaque les gens sur leur religion, réelle ou supposée. Parce que qui est-ce qu'on traite de musulmans? Comme par hasard, tous ceux qui ont une pigmentation pas tout à fait la même que la nôtre. Ça permet de mettre dans le même camp, d'ailleurs, les Maghrébins, les Arabo-musulmans, quelle que soit leur origine, les Africains d'Afrique subsaharienne, puis ça permet d'en rapprocher quelques autres. Parce que les Roms, il y en a une partie qui sont musulmans. Mais on met aussi les Antillais là-dedans. Donc on est dans un espèce de réflexe de protection du petit blanc qui devient de plus en plus insupportable parce qu'on est dans un monde qui est de plus en plus coloré. Et dans ce monde de plus en plus coloré, moi je suis fière d'y appartenir, je suis fière d'avoir des amis du monde entier parce que comme je l'espère, je suis internationaliste et je veux un autre monde. Merci. Bien, écoutez, je crois que nos applaudissements montrent qu'on a apprécié cette conférence passionnée et passionnante, étayée sur de multiples chiffres notamment et sur des valeurs profondes, je crois, d'humanisme et d'engagement militant. Alors, il nous reste environ 35 minutes. Donc, la parole est à qui la veut, en essayant évidemment, c'est la règle du jeu habituelle, ou bien de poser une simple question, auquel cas on essaiera d'avoir une réponse individuelle ou collective. Et on peut aussi donner son point de vue, mais de la manière la plus synthétique possible, de manière à ce qu'un plus grand nombre possible d'entre nous ait la parole, donc en 35 minutes. Alors, on m'a dit que je devais passer le micro. Je suis embêté parce qu'il n'y a pas de micro. Donc, je vais me déplacer avec la petite boîte près de la personne qui intervient, sauf si elle me dit que non, qu'elle ne le veut pas. Voilà. Bonjour, moi je suis secrétaire de la section de la Courneuve, en Seine-Saint-Denis, qui est une ville où il y a 33% de la population qui est de nationalité étrangère. Donc évidemment, on ne compte pas ceux qui sont français maintenant, mais qui ont évidemment des ancêtres venant de tout le monde, puisqu'à la Courneuve,
l'immigration a été différente et aujourd'hui on a des immigrations venant plus d'Asie que nous. Beaucoup Chine, Sri Lanka, Pakistan, un petit peu. Moi j'ai l'habitude de dire, et je suis contente comme ça, de parler de questions plutôt que de problèmes. Je pense qu'il faut qu'on soit plus tranquille avec cette question et puis qu'il faut qu'on aide à faire, je dirais entre guillemets, de l'éducation populaire. Il y a tellement de choses fausses, de choses complètement là-dessus. Je pense qu'il faut que nous, déjà, on se forme sur la réalité pour pouvoir discuter, parce que même des gens, entre guillemets, avec qui ça se passe bien dans la ville, avec qui on discute, colportent voilà, tous ces trucs qui existent, qu'elle a pu, voilà, comment ça a pu dire hein, sur l'immigration, sur les gens. Moi, ce qui m'érisse toujours, c'est ces gens qui sont issus de ces immigrations, qui sont plus racistes encore, et qui colportent encore plus, quoi. Donc, quand tu leur rappelles, mais tu te rappelles d'où tu viens, comment t'es venu, tout ça, oui, mais moi, oui, mais, voilà. Il y a toujours une différence, on avait la même religion, on n'était pas ci, on n'était pas là. Donc, je pense que, voilà, il faut, et moi j'ai toujours l'habitude, nous à la Courneuve, on essaie de porter ça, de parler toujours en premier lieu de richesse et de ce qui rassemble, plutôt de ce qui divise. Et voilà, et je pense, je suis d'accord sur le fait qu'il faut qu'on soit beaucoup moins sur la défensive et plus sur, même s'il ne faut pas nier les problèmes et les problématiques que ça peut engendrer, mais je pense qu'il faut que, parce qu'on tombe facilement, même nous, je vois sur les Roms, en Seine-Saint-Denis, c'est compliqué, même entre nous, entre féministes des fois, c'est compliqué parce qu'il y a des choses à régler derrière, mais quand on rappelle que la scolarisation c'est compliqué, comment on fait, voilà, parce que dans tous les textes qu'on a ratifiés, on a signé la Convention internationale des droits de l'enfant, mais le droit des enfants immigrés étrangers, des mineurs étrangers, c'est une catastrophe, quoi, voilà. Donc je pense qu'il faut qu'on soit plus, mais pour ça il faut aussi que entre nous on ait vraiment les bonnes données, les bons éléments pour pouvoir aller en discuter, parce que voilà, il y en a besoin. Et puis si, juste, bien sûr, il y a quand même la question de l'immigration des pauvres et des riches, quoi, parce que le Qatar, l'Arabie Saoudite, ça gêne pas grand monde. Ouais. Mais ils ne sont pas très nombreux. Voilà, ils sont pas nombreux, c'est clair, mais il y en a quelques-uns. Mais c'est dans les principaux pays d'émigration. Ben oui, voilà, ouais, c'est pour ça. Parce que la majorité de leur population est de très loin étrangère. Je ne sais pas qui avait pris la main en premier, mais je suis dans la proximité géographique. Oui. Alors... Bon, moi, c'est très court. C'est comment, dans ce contexte-là, on explique le succès d'un film comme Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Je ne l'ai pas vu. Oui, mais bon, Ça faut que tu donnes l'explication. C'est un film qui est à l'affiche depuis plusieurs mois. Ensuite, moi, il me semble que l'une des solutions, d'ailleurs ça a été abordé au début de votre exposé, il faudrait vraiment avoir une étude approfondie de l'histoire de France, de la constitution de la nation France, et notamment sur le dernier siècle, pas celui-ci mais celui d'avant, les époques coloniales, parce que dans la façon dont les gens vivent l'immigration, il y a aussi beaucoup du ressenti par rapport aux époques coloniales. Je trouve qu'il faudrait vraiment qu'on fasse, nous, un effort aussi au sein du Parti communiste, par rapport à cette histoire de France, vue sous l'angle peut-être moins politique, mais plus des populations et des ethnies. Voilà, bon, c'est le sens de ce que je voulais dire. Je crois que c'était au premier rang. Moi aussi, je vais être rapide. Je suis de Manosque et je suis membre du Parti communiste et je suis également à la Ligue des droits de l'homme. Tu as évoqué Frontex, juste en passant. Est-ce que vous savez, tout le monde sait ce que c'est que Frontex? Est-ce qu'en quelques mots, quelqu'un pourrait dire ce que c'est? Première chose. Deuxième chose, je m'occupe aussi d'immigrés qui demandent l'asile politique. Je suis moi-même une descendante d'immigrés et je n'ai pas oublié. Et je suis d'accord qu'il faudrait être beaucoup plus offensif et surtout ne rien laisser passer. Moi, nous sommes dans une région où le vote Front National est extrêmement puissant. Et sur les marchés, dans les boutiques, c'est constamment qu'on est confronté
à ce genre de dire. Et je ne laisse rien passer. Je reste aimable, mais je ne laisse rien passer. Je pense qu'autrement, c'est acquiescer à ce qui est raconté. Et les gens font de nous des complices. Voilà. Oui, déjà, oui, donc déjà Marie-Christine, merci pour ce petit exposé, pour ta prise de parole. Moi je suis totalement d'accord avec toi quand tu dis qu'il faut qu'on soit plus offensif. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se contenter juste de répondre de faire un commun, de répondre à l'actualité migratoire que nous donnent les médias. Il faut vraiment qu'on puisse s'en saisir, et pas forcément que sur ce domaine-là. C'est un travail de tous les jours, mais on doit se donner la peine de le faire. Alors, deux petits points que je soulève. Donc, tu nous as présenté toute une série de chiffres totalement intéressants, mais je ne dis pas que dans ma formation politique on nous donne souvent des chiffres dans tous les sens. C'est-à-dire, je me souviens encore du débat télévisé Nicolas Sarkozy, François Hollande, où des chiffres, il y en avait, on est perdu. Les chiffres, ok. Alors, déjà, donc, tu nous donnes des chiffres, et je crois tout à fait en la bonne foi de ces chiffres que tu nous donnes, évidemment, mais quand on vient parler justement aux gens, leur donner ces chiffres, alors il y a deux réactions. Soit la première, c'est de dire, deux réactions négatives, c'est soit de dire qu'ils sont faux et sortir d'autres chiffres que d'autres personnes pourraient nous sortir, et le fait qu'il y a aussi des gens qui, au final, qui s'en fichent. C'est le même principe que délinquance, sentiment de délinquance. C'est pas parce que la fameuse étude qui est sortie cette année, c'est-à-dire que on a essayé de mesurer le sentiment entre délinquance et le rapport entre délinquance et sentiment de délinquance, on voit un facteur 4 multiplié entre eux. Et là, la même chose, c'est-à-dire que on essaye de confronter à l'irrationalité d'un sentiment d'invasion migratoire une espèce de rationalité par des chiffres, mais il y a plusieurs manières de combattre la peur, et malheureusement je ne suis pas absolument persuadé de l'impact que ces chiffres pourraient avoir. Voilà, moi je m'interroge sur justement, est-ce que tu aurais toi une idée de la façon dont on peut les présenter de manière convaincante, les chiffres, autrement dire que oui, c'est mes chiffres et c'est moi qui ai raison, c'est pas qu'un problème sur cette question migratoire. Et enfin, tu parlais de construction de murs. Je trouve ça intéressant parce que j'en avais jamais entendu parler. La construction de murs, à part la mur en Italie, Lampedusa, qui sont en train de mettre des grillages de partout. Mais... Il n'y en a pas en Italie. En Espagne. En Espagne. Le premier, c'est l'Espagne, et après l'affaire se taille les Libyens. En Europe de l'Est, donc tu l'as dit. En Grèce et en Bulgarie. C'est intéressant parce que c'est un sujet qui n'est pas si médiatisé que ça. C'est quand même assez intéressant, et ça pourrait être intéressant de le comparer justement à d'autres types de constructions de murs, comme le mur aux États-Unis, qui est juste un échec total. Un échec total dans le sens où maintenant les migrants, ceux qui veulent rentrer dans les États-Unis, passent par l'Amérique du Sud, traversent la jungle. Ensuite, ils essayent de creuser des tunnels à partir du Mexique. Voilà, donc ça pourrait être intéressant de rapprocher ces deux histoires-là. Et moi, ce qui m'interroge, c'est que justement, on a maintenant un peu de recul sur cette histoire de construction de murs aux États-Unis. Pourquoi est-ce que nous, Européens, on fait la même chose? Alors, j'ai un espèce de semblant de réponse qui est de dire oui, mais si on ne construit pas un mur, on fait quoi? D'accord, très bien, mais moi, j'ai pas de suite à cette interrogation. Voilà. La parole, et ensuite, je donne des idées du doigt, mais je n'ai pas du tout les mots en tête. Oui, moi je viens de l'Allier, mais j'étais précédemment dans les Bouches-du-Rhône. Alors, des Bouches-du-Rhône dans l'Allier, département rural, un monde d'écart. Et moi j'ai bien aimé dans ce que tu as développé, parce que ça me donne des éléments avec une approche différente par rapport à mon vécu à Marseille, qui est sur l'immigration et la culture variée et la richesse de cette culture. Parce que ça, on l'oublie bien souvent, cette mixité, ce qu'elle a apporté à la France.
moi je crois qu'on ne met pas assez en évidence la mixité dans nos populations, tout ce qu'elle a amené à la France, dans les découvertes, dans le langage, dans la culture, dans les arts. C'est négligé, c'est négligé. Alors, dans l'Allier, évidemment, département rural, très peu de population immigrée, sauf qu'ils sont plus anti-émigrés que ceux que j'ai connus à Marseille. Non mais c'est surprenant. C'est la ruralité, c'est les paysans et une expression anti-émigrée, alors poussée au paroxysme, moi j'ai trouvé. Alors, justement, c'est le problème du langage, je crois. C'est le problème du langage où bien souvent les mots sont tellement dévoyés qu'ils n'y mettent même plus le sens exact aux choses et ça amène ce rejet de l'autre, parce que c'est exact, c'est le regard de l'autre, donc le rejet de l'autre qui est mis très souvent en avant. Alors, à côté de ça, moi je pense que, et tu l'as dit et la camarade l'a repris, moi je trouve que c'est très bien, rappeler l'histoire de France, quoi. Alors, l'Allier, pays des Bourbonnais, quoi. Les ducs de Bourbon, la royauté et compagnie, mais comment ça s'est construit, quoi. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant. Et moi, je crois que, y compris dans le parti, c'est un pan qu'on a complètement négligé. C'est un pan dans les explications qu'on n'a pas assez mis en avant. Alors, on a raison sur tout ce qu'on a dit, hein, c'est pas ce que je mets. Mais ce rappel-là, et là, moi, je me vois bien demain aller expliquer à mes camarades de l'Allier, la royauté, voilà ce que ça doit à l'immigration, et voilà. Non, mais ça paraît ridicule. Il y a eu beaucoup de mariages mixtes, hein, oui, la royauté. Oui, non, mais voilà, parce qu'ils sont attachés à leur terroir. C'est normal, comme je suis attachée au mien, c'est sûr. Mais quand on ramène tout ça, comment ils ont... Alors, ils ont acquis leur richesse. On est aujourd'hui dans la même situation. Comment le capital s'enrichit des immigrés, quoi. Parce que tout à l'heure, quand j'ai parlé, on est dans une société utilisatrice des salariés. Précédemment, c'était ça aussi. Hein. Mais sauf qu'on n'a pas assez fait le parallèle, moi je crois, dans nos explications. Et c'est en ça qu'il faut qu'on soit beaucoup plus défensif, beaucoup plus expliquer ce parallèle qu'on doit amener. La richesse de la France, elle est aussi, même avant, elle était due au travail des immigrés, qu'on le veuille ou non. Et aujourd'hui, notre richesse, et si les actionnaires s'enrichissent autant aussi, c'est bien parce qu'il y a des immigrés aussi. Hein, parce que les droits de ces salariés-là sont tellement bas, parce qu'ils sont dans une situation sans papier, précarité, etc. Donc leurs droits sont bafoués, et c'est au détriment des droits des travailleurs, bien évidemment, mais au service du capital, quoi. Et ça, je crois qu'il faut qu'on aille beaucoup plus là-dessus dans nos explications. Moi, j'ai bien aimé le parallèle historique. C'est vrai, deux régions très différentes pour moi, et ça me paraît bien, quoi. Il faudra écrire quelque chose là-dessus. Ok. Et si tu peux passer au jeune homme avec le rouge. Et puis, ah bon, bah, d'accord, bah, là ou l'autre. Hein. Mon Dieu. C'est un sujet très vaste. Très vaste. J'ai envie de parler 2 heures, mais je vais essayer de s'optimiser en 3 minutes. Je vais commencer par une petite anecdote sur la réforme des collectivités territoriales. On a entendu à des moments, oui, mais attends, moi je ne me mettrai jamais avec les Picards, ou sinon je ne mettrai pas avec les collèges. On a vu ça à un moment. Bon, c'est un peu les réflexes. Avant, si vous voulez, le pire ennemi, c'est pas l'immigré qui vient de l'Afrique, hein, c'est comment dire, c'est celui qui vient de la région voisine. Voilà. Et notamment, on peut trouver en Bretagne des comités de défense des sans-papiers, mais alors ils détestent les gens du village voisin, quoi. Donc c'est très variable. Alors, moi je préfère accepter d'étrangers, pas forcément d'immigrés, parce que pour moi ça revêt vraiment une idée trop générale. Un immigré peut être français, mais un étranger, voilà, il y a des étrangers qui viennent de manière régulière, de manière irrégulière, c'est généralement ceux qu'on défend en des permanences. Il y avait une demoiselle de la LDH, c'est sûrement des gens qui justement elle défend, et je pense que c'est peut-être sur eux qu'on doit mettre l'accent. Alors, on parlait tout à l'heure de la droite a fait ci, a fait ça. Bon, je disais qu'il fallait dire, avoir le courage de dire la vérité, mais les centres de rétention administratifs, ils ont été créés sous Mitterrand, et dès sa première année. Comment dire, en matière d'étrangers, je dirais que la gauche n'est pas forcément mieux que la droite.
Et je pense qu'il faut aussi, se le dire pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Bon, après, bon, est-ce que Valls c'est de gauche aujourd'hui, etc. Bon, peu importe, mais... C'est pas la gauche authentique. C'est pas la gauche authentique. Il y a d'autres ateliers pour ce genre. La gauche, c'est un mot que j'ai banni de mon vocabulaire. Et d'ailleurs, je vais même vous choquer, on peut retrouver sur YouTube une vidéo de Collard, le député FN, qui était à l'époque trotskiste et qui bataillait contre les centres de rétention administratifs. Donc, l'histoire n'est pas aussi simple que ça. Enfin, en tout cas, au niveau des classes politiques. Sur la question des riches et des pauvres, moi je vois bien qu'au niveau de l'Europe, on essaye de créer un grand marché européen des cadres en fait. Quoi qu'ils essayent maintenant de le faire avec les apprentis, avec Erasmus+. J'ai participé justement à un programme Erasmus+, où j'ai tiré peut-être 2 leçons qui étaient d'ailleurs... j'ai vu des Italiens, ils étaient des jeunes Italiens, j'ai beaucoup aimé cette rencontre. Et j'ai appris 2 choses. En effet, c'est la création d'un marché de cadres européen. Justement, on parlait de migration tout à l'heure, où on essaie de faire que des jeunes qui aient certaines compétences pour s'intégrer sur d'autres marchés du travail. Donc il y a cette notion au capital. La seconde chose que j'ai appris, c'est par rapport à l'expérience de ces jeunes Italiens. Et là, je vais aussi toucher un point qui fâche, ce sera la fin de mon intervention. C'est qu'ils... Ils travaillaient dans le domaine de l'immigration, en fait, ils aidaient des immigrés, mais en fait, ils n'avaient aucune indépendance par rapport à l'État. Et là, c'est aussi un point que j'aimerais développer, c'est, c'est le fait qu'aujourd'hui, on a un milieu, associatif, qui est fort, mais en même temps, au niveau juridique, si vous voulez, il y a quelque chose qui, à mon sens, ne suit pas. J'ai l'impression qu'il y a encore cette dépendance vis-à-vis de l'État. Et par ailleurs, moi j'ai vu une fois Tu peux aller plus loin là parce que tu m'intéresses. Ah oui, là c'est important ça. Alors, moi je pense qu'aujourd'hui il y a des chiffres qui malheureusement ne comptent pas. J'ai vu les taux de rejet des tribunaux administratifs, les taux de rejet aussi de la CNDA. Quel est le rapport avec les associations? Attendez 2 secondes. Ce que je veux dire par là, c'est que au niveau moi j'ai l'impression qu'il y a un décalage au niveau politique et juridique, si vous voulez. Je ne parle pas de toutes les associations, mais j'ai l'impression qu'en fait il y a un terrain juridique où en fait il y a encore du mal, si vous voulez, même dans mes activités syndicales par exemple, il y a un terrain juridique où on a encore du mal, et quand je vois ces taux de rejet, moi je vais des fois au théâtre, c'est assez dramatique de voir ces rejets là. Donc ce que je veux dire, c'est que par rapport à l'Italie, quel est le rapport avec les associations? C'est que, parce que c'est une supposition que je faisais, en Italie, ce qui m'expliquaient les Italiens, c'est que justement, ils étaient il y avait cette dépense de l'État. L'État leur donnait de l'argent pour justement s'occuper de... C'est ça que je veux qu'ils disent. Voilà. Et donc, supposition, mais voilà, c'est peut-être des choses... c'est des débats aussi à lancer. Mais tout ça pour dire que... Tu vas au Canada, c'est comme ça. Voilà, il y a aussi des systèmes différents selon les pays. Il y a des associations d'aide, sauf qu'ils ont tous leurs subsides qui viennent de l'État. Donc il faut j'aime bien comme le thème a été abordé, parce que effectivement c'est une vraie question qui pose celle dans quel monde on veut vivre. Et j'ai en tête en même temps, quand j'étais jeune, j'aimais bien cette chanson toujours d'Henri Tachant. Ça se souhaite leurs Jeux Olympiques s'il n'y avait pas tous leurs petits drapeaux. C'est bien aussi que dans le rappel, parce que dans le monde rural de la France, qui est de moins en moins, mais quand même il y en reste beaucoup de traditions, j'ai chez moi des villages où il y a encore 20 ans, ça se dit toujours mais c'est moins pratiqué, si t'es pas de... Bon, je vais vous dire le bled, ça sera plus facile, le bled s'appelle Margaux, si t'es pas de Margaux, il faut t'en aller. Et puis toutes ces batailles, toutes ces bagarres qu'il y avait d'un village à l'autre, parce que à cause d'une fille ou à cause de ceci, etc. Effectivement, les questions de l'étranger, c'était déjà celui d'Afrique. Et après, bien sûr, on voit plein de contradictions, y compris en acceptant et tant mieux, en intégrant les autres. Et dans ce département, par exemple la Savoie,
si vous avez vu le film Parole d'ouvrier, je pense que c'est J. Perret qui l'a fait, celui qui a fait Les Jours Heureux. Je pense qu'en même temps, il y a une espèce d'ode à ceux qui ont construit les usines, les barrages, qui ont fait ce département, y compris où les gens y viennent en vacances, les stations, etc. Hein, voilà, et il parle des Polonais, il parle beaucoup des Italiens, mais y compris des autres, etc. Hein, voilà. Et y compris même à cette époque-là des ouvriers nord-africains. D'ailleurs, c'est Périssol, y compris à Thonon, qui savait que là-bas on avait abattu des syndicalistes au début du siècle. Hein, voilà. C'est une vraie question. J'aime bien l'idée qu'il faille sortir un peu du défensif, toujours s'expliquer sur les questions du droit, etc. Je pense qu'effectivement, la question du droit, c'est important, mais c'est effectivement également important pour être offensif. Parce qu'une des grandes victoires, pour l'instant, du Front National, c'est d'avoir converti le racisme sur la question de la couleur de peau, en l'ayant converti en islamophobie. C'est un racisme qui passe mieux, quoi, hein, politiquement correct, et ça fait quelques ravages, parce qu'il y a des débats, y compris proches de chez nous ou chez nous, quoi, hein, dire, attention, il ne faut pas que le parti ferme les yeux, il y a tel ou tel problème, etc. On n'a pas nié non plus qu'il peut y en avoir des problèmes, mais je veux dire, c'est pas en s'enfermant sur les problèmes qui peuvent être isolés, hein, et en les globalisant, en les systématisant, qu'on va en sortir. Hein, et donc, sur la question des murs aussi, c'est important, parce que, quand je disais dans quelle société, quel monde on veut construire, ça pose la question de, dans un monde globalisé, dans un monde où on veut des échanges entre les hommes et les femmes, où on veut échanger nos cultures, etc., c'est des passerelles qu'il faut mettre en avant. C'est la question des passerelles qu'il faut mettre en avant, hein, quelque part. Voilà, et y compris que je suis aussi sidéré que des gens qui vont travailler à l'étranger, ça ne leur pose pas de problème, parce que tout à l'heure on parlait de voyage, mais y compris des gens qui vont travailler des mois, des années, et puis qui ne peuvent pas voir les gens chez qui ils vont habiter, quoi, quelque part. Hein. Et, voilà. Et y compris chez ceux qui font, parce que j'ai des retours de gens qui font des voyages, y compris les guides de pays visités, y compris dans le Maghreb ou ailleurs, qui disent aux touristes, faites attention, parce qu'un certain nombre vont chez vous pour, etc. Et c'est marrant parce qu'au moment ils transfèrent quelque part des luttes qu'ils ont, et qui sont justes, qu'on peut comprendre pour le droit, pour la laïcité, etc., dans leur pays, ah oui, ils nous disent, attention, chez nous c'est dur, etc., et ils vont chez vous pour telle ou telle raison, et ça amène à ce qu'un certain nombre de citoyens fassent des crispations là-dessus, en se disant, et c'est pour ça que je dis, il faut effectivement être offensif, parce que le discours du Front National, le discours du capitalisme qui a besoin de diviser, eh bien, il s'appuie là-dessus, parce que le racisme, en gros, il a fait long feu, quoi. Maintenant les gens savent qu'il faut qu'on avance, quoi. Les gens, ils ont une culture, on est tous intelligents, on sait qu'autour de nous, quelle que soit la couleur de notre peau, il y a des compétences, des intelligences, des savoir-faire, et que tout le monde veut la paix, et bien, on trouve du coup commissaire ailleurs. Oui, ça faut, oui, je suis pas tout à fait d'accord. Oui, mais je voulais juste. Enfin, c'est une banalité, mais je pense quand même qu'il y a une histoire de paupérisation aussi générale qui augmente ces phénomènes de racisme. Moi, j'ai travaillé dans un accueil de jour pour demandeurs d'asile. Alors, enfin, justement, au départ, qui était un accueil de jour pour SDF, et qui, du coup, s'est vu avoir la charge à Besançon, dans le Doubs, de faire l'accueil de jour du CADA, qui ne pouvait pas l'organiser. Donc, donc, du coup, deux publics complètement différents, avec des SDF, et des demandeurs d'asile, des familles avec enfants, etc. Donc, évidemment, ça a été catastrophique. Il y a eu des phénomènes carrément avec des jeunes de la rue ont fait des sit-ins pour empêcher les Roms de venir manger. Il y a eu des problèmes de racisme interne, donc, vraiment dû à cette espèce d'impression qu'on leur enlevait déjà, c'était terrible, hein, le pain de la bouche, le social, etc. On a demandé aux gens qui avaient des chiens de les garder attachés aux chaises. On a eu des réflexions de type, vous préférez les enfants des Roms que nos chiens. C'est comme question, mais tout ça c'est quand même dans un contexte de grande fragilité. Et alors le troisième élément qui est quand même assez saisissant, c'est que pour travailler dans cette structure, donc du coup la population a doublé, voire triplé en 2-3 ans, en 2 ans.
on a embauché des travailleurs précaires. Donc des travailleurs en CAE, etc., non formés, qu'on éjecte tous les 3 ou tous les 6 mois, et qui sont du coup très très proches des gens qu'on accueille d'une certaine manière. Dont des gens donc immigrés, enfin d'origine par exemple maghrébine, qui vont du coup se retrouver dans une position, c'est quand même dégueulasse, moi mes parents ils ont travaillé, moi je touche presque rien, regardez-lui, il a tout gratuit. Et on est toujours dans cette espèce de surenchère, comme ça, d'ajouter en fait de la précarité à la précarité, voilà, une espèce de cercle comme ça vicieux qui est quand même complètement fou, quoi. Et donc je pense quand même qu'il y a aussi ce regard, enfin ce problème-là qu'il y a à prendre en compte dans ces considérations racistes. Je pense qu'il y a beaucoup moins de racisme dans des milieux plus aisés. Oula, bien oula. Ça dépend. C'est notre racisme. C'est notre racisme. C'est pas que moi je les enseignants. Mais disons qu'il peut y avoir peut-être un racisme élaboré dans les classes. Mais ce côté fantasmé de l'envahissement d'étrangers qui ne sont pas, je pense quand même que c'est vraiment beaucoup dans les classes qui elles-mêmes se sentent en fragilité sociale. Enfin, moi, avant que Marie-Christine peut-être réagisse, ah pardon, tu voulais... Bon. Parce qu'il nous reste 5 minutes, enfin, je pense qu'on peut déborder de 5-10 minutes en réalité. Oui, moi je viens de Saint-Denis et je suis arrivée un petit peu en retard, alors peut-être ce que je veux dire est complètement... Moi je reviens sur le terme de passerelle. Je pense qu'en tant que communiste, peut-être qu'on n'est pas assez attentif aux progressistes de l'immigration. C'est-à-dire que là, par exemple, il y a eu toute la guerre au Mali, il y a tout ce qui s'est passé dans les pays arabes, et je pense qu'on n'a pas trop su échanger avec tous les problèmes que des gens qui étaient quelquefois tout à fait français, nés en France, mais c'était leur famille au Mali, c'était leur famille en Tunisie, etc. Et que là, peut-être parce qu'on ne connaît peut-être pas très bien l'histoire de France, mais on ne connaît pas non plus très bien l'histoire de tous ces pays. Et ça, je pense qu'on doit travailler là-dessus. Pour nous, ça nous apprend aussi énormément. Voilà. Bien, moi je voulais dire comme ça dans la discussion juste 2 choses. La première, c'est que Marie-Christine a beaucoup insisté sur le fait qu'on met on met sur le dos de l'Europe plutôt des choses qui relèvent de la responsabilité des gouvernements qui nous gouvernent, quoi. Je crois que quelque chose qui mérite d'être lu, vraiment, c'est sur le site gouvernement français, c'est le projet de loi réformant le code d'entrée et de séjour et du droit d'asile. Alors, c'est arrivé en plein mois de juillet. Personne donc ne l'a lu en dehors du GIST. C'est un travail remarquable, mais rassure-toi, il y a plein d'élus comme toi qui ne l'ont pas lu. Il y a beaucoup d'associations aussi qui l'ignorent. Mais c'est non seulement immigration choisie, immigration subie, alors celle-là on la jette de Sarkozy, mais avec des choses qui vont extrêmement loin dans la remise en cause d'un certain nombre d'acquis. Hein. Voilà. Alors il y a sur les mineurs, sur les demandeurs d'asile, etc. Mais juste 2 exemples, parce qu'on n'a plus le temps de développer, là je crois, mais il parle beaucoup de la carte pluriannuelle. Il faut voir que la carte pluriannuelle, par exemple, elle sera certes de 4 ans sans aucun problème pour une série de gens listés qui jusqu'à présent avaient déjà la carte comment ça s'appelait déjà, la carte de séjour. De talent, en gros, compétences et talents, alors eux, pas de problème. Le jeune qui arrive avec le master, qui veut créer une entreprise, qui veut se faire embaucher, pas de problème. Sauf s'il vient du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne parce qu'il n'a pas le visa. Voilà. Mais c'est ce que je voulais dire. Mais tout ça, effectivement, et visa non séjour, hein, etc. Bon, voilà, c'est une manière de faire payer les sans-papiers aussi, parce que voilà, quand ils régularisent, ils leur font acheter, ça peut coûter jusqu'à 900 €, voilà, en tout, hein, pour être régularisé en France aujourd'hui. Mais
Deuxième exemple, pour la carte longue durée, pour quelqu'un qui se fait régulariser au titre de la vie privée et familiale, ce n'est que 2 ans. Pourquoi 2 ans, pas 4 comme les autres, on n'en sait rien. Pour le travailleur, s'il a un CDI, c'est en gros comme aujourd'hui, carte travailleur. Alors d'abord carte d'1 an, et puis ensuite, j'ai oublié de dire, c'est renouvellement tout ça, hein, sauf pour les surdoués qui viennent, là c'est direct. Mais pour le travailleur normal, c'est au bout d'1 an, après 4 ans, s'il a un CDI. Mais s'il a un CDD, le pauvre malheureux, c'est pour la durée de son contrat, sa carte de séjour. Voilà, etc., etc. On pourrait multiplier ça. Et alors, dans la manière de renvoyer les gens, la facilitation, et c'est là où ils se servent de, quand ça les arrange dans le mauvais sens presque toujours, de textes européens, la fameuse directive retour. Maintenant, pour abus de liberté de circulation d'un citoyen européen, il peut y avoir non seulement expulsion du territoire, mais interdit de retour, mais interdit de circulation sur le territoire français pour une durée qui peut aller jusqu'à 3 ans, voire renouvelable, enfin, etc. Ça recommence. Alors, devinez qui c'est que ça vise ça. Bien évidemment, les Roms. Alors les Roms, on y a fait allusion à 2 ou 3 reprises. Je crois qu'on est tous confrontés, bon, en région parisienne, etc. Moi, Nanterre, terrible. Des mômes qui dorment sur le trottoir une semaine de la rentrée scolaire. On voit bien la municipalité pas facile. Bon, voilà, les maires, ils hésitent. Voilà, je crois. Bon, je ne vais pas en dire plus, mais je crois que c'est vraiment l'exemple le plus terrible, le plus horrible d'une population complètement discriminée, désignée non seulement comme bouc émissaire, mais à qui on est en train de refuser l'état d'être humain. C'est pas possible de laisser sans réagir des gens dans une telle misère. Voilà, alors je vous conseille la lecture d'un livre, alors Rome et riverains, tu l'as lu, hein, je pense, hein, qui est, vous pouvez, je le mets en circulation, mais vous me le rendrez. Et puis, notamment Éric Fassin. Voilà, il y a Éric Fassin, et puis il y a le témoignage de notre camarade Serge Guichard-Bresson aussi. Voilà, moi vraiment je vous conseille, parce que voilà tout ce que je voulais dire, peut-être... quelqu'un veut réagir à toute la richesse de ce qui a été dit. Il y a 18, 15, 18 ans. T'as écrit un livre. Oui, enfin. Pour une Europe. Une Europe de l'égalité et de la citoyenneté. C'est que pour ceux qui veulent en savoir plus sur la loi, justement, on fait un débat à la fête de l'UMA qui s'appelle « Pour régulariser les sans-papiers, la loi doit changer ». Donc, où j'invite des syndicalistes, des sans-papiers eux-mêmes, bien évidemment, des associatifs et des élus. Je vous le donne, ça vous le ferez passer. Hein, c'est le samedi 13 à la fête de l'UMA. Voilà. Et d'ailleurs, si Marie-Christine, tu es libre ce jour-là, je serais ravi que... Je t'avais envoyé un petit mot d'ailleurs via... Bon, enfin, tu verras. Ouais. Si tu peux, préviens-moi. Bon. Oui, je pense que le sens de la loi. Il y a plein de choses qui ont été dites, je vais pas réagir à tout, et puis le but n'est pas ça, le but est de partager, y compris de partager des expériences. Moi, la mienne, elle est riche, y compris de diversité, parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai longtemps milité en France, et aujourd'hui je travaille sur ces questions au niveau du Parlement européen, et y compris en travaillant énormément avec les réseaux d'ONG qui s'organisent sur ces questions au niveau européen, qui font un excellent boulot et qui ont souvent l'impression de prêcher dans le désert. Elles ont fait un travail remarquable sur la question des murs, par exemple. Et c'est vrai qu'une des choses qu'il faudrait qu'on fasse, c'est comment alors c'est encore un de mes vieux dada, mes vieux refrains, comment on travaille mieux avec le mouvement social et comment notamment on travaille mieux avec le mouvement associatif. Hein, mon militante associative depuis 30 ans, je sais combien sur ces sujets la pensée a régressé. Hein,
La pensée a régressé. Moi, quand j'ai commencé à militer, entre ce que j'entendais dire et ce que je voyais quand j'ai commencé à militer à la fin des années 70, début des années 80, où on a, quoi qu'on pense du gouvernement de France, de Pierre Mauroy plutôt, premier gouvernement de François Mitterrand, il y a quand même eu un mouvement au début des années 80 sur la régularisation des sans-papiers, sur le droit d'association des étrangers, j'en oublie, y compris que même sur la question des créations des centres de rétention, il y aurait beaucoup à dire, parce que c'était aussi pour répondre à des situations vécues par les gens dans des situations autrement dramatiques. On rentre à peu près dans la même problématique qui est celle de Calais aujourd'hui. Vaut-il mieux un centre où les gens soient bien traités ou les laisser à la rue? Et quelquefois, nos élus sont confrontés à des situations qui sont un peu invraisemblables. Sur la question des chiffres, je voulais donner un exemple d'ailleurs. Effectivement, on fait dire tout est-ce qu'on veut. Je suis tombée sur cet article Libération, n'étant vraiment pas le pire journal sur ces questions-là, ceux qui traitent le mieux ces questions-là, mais qui chiffre le nombre des migrants traversant la Méditerranée a explosé en 2014. Alors, derrière, ça méritera d'être vérifié, il faudra vérifier le chiffre en fin d'année. Moi, ça me fait hurler parce que j'ai bataillé il y a 6 mois de ça, suite à un communiqué d'une certaine Marine Le Pen qui nous avait expliqué froidement, chiffre repris d'ailleurs tout au long de la campagne des élections européennes, que l'immigration avait augmenté de 43% sur 2 ans, que ces chiffres étaient vrais puisque c'était les chiffres de Frontex. Alors, c'est vrai qu'elle a utilisé des vrais chiffres. Elle a juste oublié de dire qu'est-ce que c'était que la réalité de ces chiffres. Les chiffres, c'est les chiffres de Frontex, c'est les chiffres des personnes qui ont été contrôlées en Méditerranée, repérées comme entrant sur le territoire européen en Méditerranée. Ces chiffres, ils fluctuent, notamment en Méditerranée, parce qu'ils sont très dépendants de la situation géopolitique qui est tout autour. Entre 2011 et 2012, ça a explosé. Vous vous rappelez sans doute de ces fichus Tunisiens, 23 000, je vous rappelle, qui ont envahi l'Union européenne. C'est comme les 20 000 Roms qui envahissent la France depuis 20 ans. On en expulse 10 000 par année, ils sont 20 000 depuis la chute du mur. Mais ça fait rien, ils envahissent la France. Parce que contrairement aux autres migrants, c'est pas le chiffre qui fait peur, c'est la nature. Voilà, c'est terrible ça. Oui. Y compris que la façon dont on traite la question des Roms, on les contraint à vivre dans des conditions telles qu'on ne fait que renforcer le phénomène, au lieu d'essayer de le régler. Donc oui, il faut faire très attention aux chiffres. Parce que, et moi, je l'ai dit, je fais y compris attention aux notions qui sont utilisées. C'est pour ça que je préfère utiliser le terme de résident étranger non européen, parce que là, on est sur du chiffre stable et qui ne varie pas d'un État à l'autre où les comparaisons sont possibles. Effectivement, avec le terme d'immigré, on fait tout et n'importe quoi, y compris quand on est aux immigrés de la 3e, 4e, voilà. Ces gens sont immigrés. Donc on a besoin de faire attention aux chiffres qu'on utilise et de faire attention aux mots qu'on utilise, pour être sûr, effectivement. Moi, je n'utilise que les chiffres officiels, les chiffres de l'ONU ou les chiffres des statistiques européennes, parce que ces chiffres sont incontestables, ils pourraient éventuellement être contestés, mais on n'entre pas dans des polémiques qui sont les chiffres des associations, etc. C'est les chiffres officiels, recensés par des organismes officiels, et l'Union européenne, la Commission européenne en est d'ailleurs à son 4e rapport sur la situation de la migration, là encore, suite à la pression du Parlement européen, qui quelquefois sert à quelque chose, qui publie des chiffres froids, des données, c'est la 4e année consécutive, et c'est des mines d'information. C'est des mines d'information, y compris pour enlever un certain nombre de tabous. Le truc des 77% concentrés dans 5 étages, je ne l'avais jamais vu avant de lire ce rapport. Donc,
compris parce que les gens qui rédigent des rapports, c'est des fonctionnaires, hein, et que les fonctionnaires européens, c'est comme les fonctionnaires nationaux, hein, ils pensent à droite, ils pensent à gauche, quelquefois ils nous filent des bons coups de main, hein, et qu'ils sont obligés, quand on fait un rapport, de s'appuyer sur un certain nombre. Ça, c'est vraiment des rapports techniques, quoi, hein, c'est pas des rapports politiques. Hein, donc c'est des mines. Hein? Oui, bien sûr. Bien sûr, mais les statistiques européennes pour la France sont appuyées sur les statistiques de l'ONCE et il y a un énorme effort fait au niveau des statistiques européennes pour harmoniser les notions, le fait justement pour permettre des comparaisons. Alors comme le disent les auteurs de ce fameux rapport, quand les États membres veulent bien donner les informations. Même moi. Donc moi, je vais dire deux, trois trucs vite. Moi, il y a un petit bouquin, je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous l'ont vu, que construction limite de l'histoire de France, qui n'est pas écrit par un dangereux gauchiste, qui a été écrit par un journaliste du Nouvel Observateur, qui s'appelle « Nos ancêtres les Gaulois et autres fadaises ». Si vous avez envie de vous marrer un petit peu, hein, je trouve que ça fait du bien. Et il en a écrit un autre sur la thématique, sur l'Orient et ses mythes. Hein, de la même façon. C'est très bien documenté, si on a besoin de vérifier, etc. Je trouve que de temps en temps, ça fait du bien. Les déconstructions. Sur les milieux... Alors, j'ai pas retravaillé récemment sur ces questions-là, mais là aussi, on a beaucoup de fantasmes, on oublie de voir que c'est pas dans les quartiers forcément populaires que les taux du Front National sont forcément les plus élevés, hein, y compris que quand on compare l'évolution sur 30 ans des scores du Front National, il a plutôt régressé dans des départements comme la Seine-Saint-Denis, hein, contrairement à son implantation géopolitique de plus en plus répandue sur l'ensemble des territoires. Et les territoires ruraux, hein, sont loin d'être épargnés par la question. Et je dirais qu'à la limite, c'est rassurant, parce que ça veut dire que plus on est confronté à l'autre, moins on a de fantasmes. Donc quand il nous arrive d'un seul coup sur la gueule et qu'on s'y attendait pas, qu'on n'a pas les armes, évidemment, c'est la question de l'éducation populaire. Hein, c'est quand on n'a pas un minimum de bagages, effectivement, c'est très facile. Hein, les haines montent, c'est... Oui, mais excusez-moi, mais il est moins 20. Je dois aller aux natures. Allez-y, mais je vais bâtiment à côté. Je vais pas arriver en retard. Et je crois qu'ici, d'ailleurs, ne vont pas tarder si à arriver pour le débat sur la Palestine. On va reposer les questions. Et voilà, donc je crois il y a c'est pas péjoratif. Hein. Non. Donc je crois qu'il faut aller vers les conclusions, comme on dit. Non, mais c'est même pas des conclusions, parce que je me garderais bien de conclure le débat. Mais je crois qu'on a, y compris pour répondre aux jeunes hommes, là, je crois, à travailler sur des déconstructions, hein, sur le rôle des associations. Je pense que les associations de tout temps ont toujours été plus ou moins instrumentalisées. Elles ne le sont pas toutes. Hein. Donc il y a un vrai travail à faire. Heureusement qu'elles sont là, parce que les associations accompagnent quand même très largement les gens qui sont victimes des discriminations et des crimes de ce genre de haine. Donc, moi je souhaite juste j'espère que l'on aura l'occasion de continuer à travailler sur ces sujets ensemble. Oui. Hein, parce que moi ça me passionne. Et merci d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère qu'on va réussir. Nous avons reçu un matin de Dominique Pierre, avec qui je l'ai hébergé. Arrêtez.